Et nous revoilà, les amis. Bienvenue en 2025. Je suis tellement excitée. Vous m'avez vraiment beaucoup manqué. C'était bizarre. Comme je le dis toujours, l'émission, c'est moi qui parle à mes amis au téléphone. Donc, en gros, j'ai l'impression de ne pas avoir parlé à mes amis au téléphone pendant quelques semaines et on a tellement de choses à rattraper. Évidemment, on ne va pas tout aborder aujourd'hui, mais ce sera un début. J'ai l'impression d'avoir été hors antenne un peu plus d'une semaine et tout le monde a décidé de perdre la tête. Elon Musk a fait une crise. Vraiment, c'est la façon dont je décrirais ce qui s'est passé à propos des visas H-1B. Il faut qu'on en parle. Je vais vous expliquer ça doucement. Aussi, j'ai eu un accrochage avec Seth Dillon du Babylon Bee, le site satirique. Et il y a une histoire derrière tout ça. Et je vais vous raconter cette histoire parce que je pense que le public a le droit de savoir, non? Je vais tout déballer. On a aussi eu une attaque terroriste avec une Tesla devant un hôtel Trump. On en parlera demain. Blake Lively relance le mouvement MeToo. On en parlera aussi demain. Évidemment, j'ai un avis là-dessus. Mais d'abord, une annonce peu surprenante pour mes détectives d'Internet. Entrons dans le vif du sujet. Bienvenue à nouveau sur Candice. Bon, les amis, oui, vous m'avez démasqué. Vous m'avez eu. Je suis enceinte. Encore ou toujours, j'ai l'impression que ce ne sont même plus des annonces. Ce n'est même pas une annonce de grossesse. J'ai l'impression que ce serait une annonce si je disais « je ne suis pas enceinte ». Et vous auriez dit « oh mon Dieu, Candace, ça c'est vraiment une nouveauté ». Mais oui, bébé numéro 4 est en route. Et je peux vraiment dire, pour ceux d'entre vous qui nous envoyaient des messages du genre « oh, je vois que le bébé arrive ». C'est vraiment l'apparition chez Piers Morgan que je peux accuser d'avoir mis le feu aux rumeurs. Je suis entrée dans son studio, d'ailleurs, c'était ma dernière apparition de l'année, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Nous voilà en plein cœur de Londres. J'ai dit « Pierce, j'aimerais vraiment ne pas encore annoncer cette grossesse au monde. Alors, est-ce qu'on peut juste s'assurer que les angles de caméra ne montrent pas mon petit ventre? Dernière apparition, 2024. » Et il a dit « oui, on a vérifié les angles. » Et bam, tout à coup, l'émission sort. Je ne sais pas si on a une photo de ça, mais les gens pouvaient clairement voir que j'avais un petit bidon. Et bien sûr, les commentaires ont commencé à affluer. Voilà ce que je voyais sur mon Instagram. Mimi a écrit « Je vois un ventre grossesse et un nez femme enceinte. Je ne sais pas. J'ai un nez de femme enceinte. C'est peut-être mon vrai nez. Elle pense que c'est un nez de femme enceinte. Je ne sais pas. » Voici une autre personne. Cléopâtre J écrit « Je vois le bébé numéro 4. » Félicitations. D'accord, Cléopâtre, je te vois aussi. Un autre commentaire ici de SC Fuali. Candace, une annonce de grossesse bientôt. D'accord. J'avoue, c'est en train d'arriver. Mais écoutez, on ne sait vraiment pas comment celui-ci est arrivé. Cette fois, on est vraiment allé chez le médecin. Il nous a carrément demandé si on savait comment on faisait les bébés. J'ai dit, est-ce que vous savez comment on fait les bébés? Et j'étais aussi un peu inquiète le soir des élections, quand j'ai rejoint PBD et l'équipe, que ça puisse m'échapper. Et je vous promets, à partir de cette photo, un internaute sur X a écrit « Je vois un autre petit conservateur arriver, bébé numéro 4 pour Candace. » Je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous. Vous avez comme une vision à rayon X. On ne peut rien cacher à Internet. J'imagine que c'est surtout les gens qui me suivent, évidemment, parce que nous sommes des détectives du web. On a traversé les chroniques de Kamala. Je ne sais même pas pourquoi j'ai cru que je pourrais vous cacher cette grossesse. J'aurais simplement dû être honnête dès le début. Et je vais aussi vous dire que c'est encore un petit garçon. Donc, officiellement, je vais vivre dans une fraternité. Ce sera moi et ma fille. Contre beaucoup de petits garçons en bas âge qui sont toujours dans l'équipe de papa. Donc, ça va vraiment devenir amusant. Mais je dois vous expliquer pourquoi j'ai attendu si longtemps pour vous le dire. Et ce n'est pas parce que c'était une nouvelle particulièrement récente dans cette maison. En plus, je suis catholique, donc j'ai l'impression que tout le monde s'attend un peu à ce genre de choses. Mais honnêtement, pour la première fois, je n'ai vraiment pas eu un bon premier trimestre. J'ai eu des grossesses très simples, sans aucun symptôme lors de mes précédentes grossesses. Et celle-ci m'a mise à terre. C'était une grossesse surprise. Comme je l'ai dit, nous n'essayons pas d'avoir un bébé. Et puis j'ai eu l'impression que les vannes s'ouvraient. Tout ce qui pouvait arriver pendant un premier trimestre difficile m'est arrivé. Je me disais juste, s'il te plaît Dieu, accorde-moi juste une pause. Et Dieu a répondu non, et si YouTube te démonétisait, et tu viens de lancer ta nouvelle émission, mais tu vas être démonétisé parce qu'un compte appelé Awesome Jew sur X va mener une révolution et dire aux gens de te signaler faussement.
Donc, on a dû gérer ça. Et ensuite, je me dis, OK, je vais enfin avoir un répit. Non, l'Australie va t'interdire. La Nouvelle-Zélande va t'interdire l'entrée du pays. Dennis Prager va publier un email privé qu'il t'a envoyé. Tout cela était tellement choquant et physiquement, je n'arrivais tout simplement pas à gérer ça. C'était juste un flot ininterrompu d'articles à charge. En plus, j'avais un procès en cours en arrière-plan. Nous avions le rabbin Shmuley qui a contacté le FBI à cause d'une pizza à l'ananas qui lui a été livrée. C'était tellement de choses à la fois, il se passait tellement de choses. Et j'ai toujours l'impression de ne pas être la personne qui a le droit de dire « je ne me sens pas bien », comme si je n'étais pas cette personne. Que les gens s'attendent à entendre dire « hé, j'ai besoin d'une pause », j'ai l'impression que c'est presque ce que ces gens veulent. Ils veulent savoir qu'ils peuvent te briser. Et si j'avais utilisé l'excuse de la grossesse pour ainsi dire, ou si j'avais dit vraiment je ne peux tout simplement pas gérer ça et que ma famille traverse beaucoup de choses en ce moment, j'ai juste eu l'impression que les gens auraient adoré ça parce que c'est tout l'enjeu. C'est pour ça qu'ils écrivent ces articles à charge. C'est pour ça qu'ils essayent de découvrir quel est ton véritable point de rupture. Et c'était beaucoup, je ne vais pas mentir. C'était beaucoup. Comme je l'ai dit, à chaque fois qu'on pensait « OK, ça doit être la fin », il n'y a rien d'autre que 2024 pourrait encore nous réserver. On était surpris. On a parlé trop vite et il y avait encore autre chose qui nous attendait, mais tu sais quoi? On a traversé tout ça. Et j'ai honte de dire que vraiment j'étais submergée quand je l'ai appris. Cette fois, j'étais là, je me disais juste, il y a tellement de choses c'était une chose qui se passe. Mais comme toujours, bien sûr, maintenant que j'ai dépassé ça, je me sens tellement mieux. Quelle bénédiction incroyable. Toujours une bénédiction incroyable. Et je veux aussi reconnaître que beaucoup de mes amis en ce moment et des personnes que je connais traversent des difficultés pour avoir des enfants et la fertilité est un combat pour tant de familles. Et je sais que lorsque l'on traverse ce genre d'épreuve, si l'on fait fausse couche à répétition ou que l'on essaie d'avoir un enfant depuis des années, voir ces annonces heureuses, c'est tellement difficile de ne pas se dire « Oh, pourquoi pas moi cette fois-ci » Tant de femmes sont passées par là et se sont dit « Pourquoi pas moi maintenant ?» On a l'impression que tout le monde tombe enceinte. Je veux fonder une famille. Dieu vous bénira à temps. Et ne laissez pas ces annonces de grossesse vous décourager. Je voulais simplement dire cela car, comme je l'ai dit, je connais personnellement tant de personnes qui, en ce début d'année, espèrent juste fonder une famille. C'est quelque chose de tellement beau. C'est beau que des gens veuillent fonder une famille. Donc, je voulais simplement vous partager cette nouvelle. Et cette nouvelle est vraiment géniale pour mes fans parce que vous savez ce que cela signifie vraiment. Savage Candice est de retour. Voilà, on vous la remet en replay. Bonjour, qu'avez-vous à dire aux étudiants trans de ce campus qui se sentent activement victimes de votre présence aujourd'hui? La vie est dure, mets un casque, mec, je suis trop enceinte pour ça. Prochaine question. Oui, mesdames et messieurs, je suis officiellement trop enceinte pour ça. Donc, certains d'entre vous ont peut-être remarqué que j'ai été un peu grande gueule, je dirais, sur X, et c'est pour ça. C'est quelque chose, c'est juste moi, mon corps, et je connais plein d'autres femmes qui peuvent comprendre. Quand je suis enceinte d'un garçon, je deviens un peu agressive vers la fin. Je ne sais pas ce que c'est peut-être juste la testostérone du bébé, mais je suis prête à me battre. Je suis prête à faire des bêtises avec mes amis. Et si t'es mon ami là dehors, il est temps qu'on fasse des bêtises et qu'on dénonce les gens. Donc je vais commencer ce processus immédiatement et vous expliquer pourquoi une blague du Babylon Bee m'a vraiment énervée. Avant d'en arriver là, je veux passer la parole à l'un de nos sponsors, Good Ranchers. Vous savez que je les adore. Ils sponsorisent cet épisode. Lorsque vous achetez de la viande chez Good Ranchers, vous soutenez directement les fermes et les éleveurs locaux aux États-Unis. Et vous évitez le chaos de la viande importée dans les supermarchés. Good Ranchers livre de la viande de haute qualité, 100% américaine, directement à votre porte pour que vous puissiez commencer 2025 avec de meilleurs choix, de meilleurs repas et de meilleurs moments à la maison. Si vous allez sur goodrancher.com et utilisez mon code Candice pour 25 $ de réduction, vous bénéficierez de la livraison express gratuite et pourrez choisir entre du bœuf haché, du poulet ou du saumon offert dans chaque commande pendant toute une année. Donc, si passez plus de temps en famille, dépensez moins au restaurant et profitez d'une nourriture américaine de qualité et nutritive font partie de vos résolutions, alors visitez goodrancher.com et utilisez mon code Candace dès aujourd'hui pour une viande qui répond à toutes ces attentes. Goodrancher.com, la viande américaine livrée chez vous. Avant de parler du Babylon Bee, commençons par Elon Musk parce que, waouh, j'étais tellement déçue de ne pas être à l'antenne pendant que tout cela se passait, mais ça continue encore. Cela a vraiment été un énorme débat. Les gens se demandent si Elon Musk est en train de devenir fou, si on ne lui a pas donné trop de pouvoir ou s'il est trop proche de Trump.
Alors laissez-moi vous expliquer à tous et au monde entier ce qui se passe, parce que ce n'est peut-être pas très clair. En général, la plupart des Américains ne connaissent même pas les différents programmes de visa que nous avons, parce que pourquoi le seraient-ils, à moins d'être mariés à un ressortissant étranger, d'y être passés eux-mêmes, ou peut-être d'employer des gens? Ce n'est pas un sujet sur lequel la plupart des gens sont bien informés, et c'est encore plus vrai pour les personnes à l'étranger. D'accord. Ce qui est vraiment drôle à propos de ce sujet, c'est que lorsque je me suis assis avec Piers Morgan en décembre, lui et moi, nous ne sommes pas vraiment entrés dans un débat. Il m'a juste un peu coupé la parole et j'essayais essentiellement de lui dire que je ne pense pas qu'Elon Musk soit un super-héros. En ce moment, il est au sommet de sa carrière. Tout le monde l'adore. Tout le monde l'a vénéré avant que son visa H-1B ne fasse parler de lui. Et j'ai toujours ressenti une petite hésitation. Donc, je vais simplement vous montrer un court extrait de ma discussion avec Piers Morgan à propos d'Elon Musk. Je me demande si on n'attribue pas trop de super-héroïsme à Elon Musk parce qu'il a fait cette chose incroyable en ayant libéré l'oiseau. Je pense qu'il pourrait en fait être un super-héros et puis il s'est un peu lancé dans une diatribe sur les raisons pour lesquelles il pensait qu'il était un super-héros. Et j'essayais de répliquer, mais il m'a un peu coupé la parole. Et maintenant, nous avons pu en parler plus longuement, notamment dans son émission, qui, je crois, sort ce soir parce que j'y ai fait une autre petite apparition. Mais ce que j'allais dire, et j'espère que les gens pourront l'entendre de la bonne manière, c'est que, d'une certaine façon, nous avons participé à la culture des célébrités. Cette chose que nous détestons le plus quand les gens disent simplement « J'adore la musique de Taylor Swift ». Elle fait de la musique incroyable. J'ai suivi sa carrière. Et donc, je vais suivre ses conseils sur pour qui voter. J'ai l'impression que les conservateurs ont un peu participé à cette culture quand il s'est agi d'Elon Musk. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'Elon Musk pense. On ne le sait pas. On sait qu'il est extraordinairement riche. On sait qu'il a fait cette chose formidable en soi-disant libérant l'oiseau qui pourrait bientôt retourner dans sa cage. Mais nous n'avons jamais vu quelqu'un s'asseoir et vraiment découvrir quel est son objectif final. Et j'avais juste une petite réserve concernant Elon Musk parce que je suis chrétienne et tout ce qu'il défend me semble faire partie de l'agenda transhumaniste. Il veut des puces dans le cerveau des gens. Il veut, vous savez, pouvoir aller sur Mars. Qu'est-ce que nous conservons quand nous disons que nous sommes conservateurs? Je dirais qu'au fond, nous conservons les valeurs familiales chrétiennes et la famille nucléaire. Qu'est-ce qui est au cœur de tout cela? Je crois qu'Elon Musk a 12 enfants avec environ 5 femmes différentes, certaines par FIV. Je ne sais pas, mais rien de tout cela ne me crie christianisme. Rien de tout cela ne me crie valeur conservatrice. Et le problème que nous avons avec Elon Musk, c'est qu'il obtient 2 types d'entretiens. Soit il est assis avec quelqu'un qui essaie délibérément de le piéger et qui le déteste absolument. Et c'est d'ailleurs exactement le même cas avec Trump, qui le déteste absolument comme Don Lemon lorsqu'il s'est entretenu avec Elon. Ou alors, il s'assoit avec des gens qui sont en extase devant lui et le traitent comme s'il était un super-héros. Et j'aimerais que quelqu'un s'assoie vraiment pour approfondir les idées d'Elon Musk. Quel est son objectif final? Et donc, j'avais dit à Piers Morgan dans cet extrait que je savais ce que pensait Vivek Ramaswamy parce qu'il avait dû passer par ce processus idéologique lorsqu'il se présentait devant les électeurs et qu'il devait parler aux gens du centre des États-Unis et ils ont pu l'interroger sur sa foi, sur ses valeurs hindoues, sur la question de savoir si cela entrait en conflit avec le christianisme. Mais Elon Musk n'a pas encore traversé cela. Il est juste incroyablement riche et les gens aiment la richesse. Et donc, ils sont contents de ce qu'il a fait avec X et ils sont prêts à simplement dire « D'accord, tu peux faire partie de notre gouvernement ». Donc, je ne plaisante même pas quand je dis que quelques jours après cet échange entre Piers et moi, soudainement, on en apprend beaucoup plus sur Elon Musk. Et nous avons pu l'apprendre grâce au long débat de cette semaine qui a éclaté au sujet des visas H-1B, d'accord? Alors, au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est un visa H-1B, je vais vous l'expliquer. C'est essentiellement un visa pour travailleurs étrangers. Une loi a été adoptée en 1990 pour permettre à des étrangers de travailler aux États-Unis. Et à l'époque, les politiciens nous disaient que c'était réservé à l'embauche d'étrangers faisant partie du top 1% des talents mondiaux. D'accord, c'était un argument de vente. Ces personnes sont tellement talentueuses que nous les voulons de notre côté, d'accord? Parce qu'il faut qu'on puisse rivaliser avec la Chine. Et donc, on a besoin de ce gars ici. Il fait partie du top 1% des talents mondiaux. Et bien sûr, en politique, un argument de vente n'est jamais ce que l'on obtient, n'est-ce pas? Ce n'est jamais ce que l'on obtient. Et ce n'est absolument pas ce qui s'est passé depuis.
Au lieu de cela, ils utilisent le programme de visa H-1B pour recruter des caissiers, des enseignants, des agents d'entretien, des attachés de presse. Alors vous allez me dire qu'aucun Américain ne veut de ces emplois? Toute cette question, c'est ce que j'appellerais un sujet de base du MAGA. Ça dure depuis très longtemps. En gros, des gens disent qu'il faut arrêter les abus, pas seulement en matière d'immigration illégale, mais aussi des programmes d'immigration légale comme le H1B1, parce qu'évidemment, cela désavantage les Américains qui veulent et ont besoin de ces emplois. D'accord. Donc, si tu arrives, que tu fais tes 4 années d'études et que tu dépenses 100 000 $ en prêt étudiant, puis tu te dis, super, je vais travailler dans les relations publiques. Et tu découvres qu'en fait, Jenny, qui vient du Royaume-Uni, a pris ton poste et tu te demandes pourquoi lui a-t-on donné ce travail? Et la réponse, c'est parce que cela fait baisser les salaires, car ces étrangers accepteront de faire le travail pour moins cher, puisque c'est une voie vers la citoyenneté, n'est-ce pas? Donc, si tu viens d'Inde, on te dit « tu vas gagner moins d'argent, mais tu seras en Amérique ». Et dans 2 ans, car c'est comme ça que ça fonctionne, dans 2 ans, tu pourras demander la résidence permanente. Tu peux demander une carte verte après 2 ans passés dans ce programme. Et donc, la dernière estimation qui a été faite en 2019 indiquait qu'il y avait 600 000 personnes en Amérique. Qu'il y avait 600 000 personnes qui étaient là avec un visa H1B1. Ce programme peut durer jusqu'à 10 ans si vous allez travailler pour le département de la Défense. Et pourquoi? Pourquoi avons-nous autant de personnes qui volent des emplois américains? Comme je l'ai dit, il est faux de croire que ces visas sont uniquement accordés à des personnes ayant un talent extraordinaire et faisant partie du top 1% du vivier. Donc, ce débat a été relancé par un tweet de Vivek Ramaswamy que vous savez que j'apprécie beaucoup, et je vais simplement en lire une partie parce que c'est très long. Voici ce qu'il a commencé à dire. La raison pour laquelle les grandes entreprises technologiques embauchent souvent des ingénieurs nés à l'étranger ou de première génération plutôt que des Américains de souche n'est pas due à un déficit inné de QI chez les Américains, une explication paresseuse et erronée. Une partie essentielle de la réponse tient au mot en C, la culture. Les questions difficiles exigent des réponses difficiles. Si nous voulons résoudre le problème, nous devons affronter la vérité. Notre culture américaine a trop longtemps valorisé la médiocrité au détriment de l'excellence. Depuis les années 90 et probablement plus longtemps. Si cela ne commence pas à l'université, cela commence dès le plus jeune âge. Une culture qui célèbre la reine du bal plutôt que le champion des Olympiades de mathématiques ou l'athlète plutôt que le major de promotion ne produira pas le meilleur ingénieur. Et ainsi de suite. Il explique la dégradation de la culture américaine, ce qui conduit à cette inévitabilité. Il a immédiatement fait face à un retour de bâton, mais aussi à un soutien immédiat d'Elon Musk, un soutien d'Elon Musk qui se montrait désobligeant envers les Américains. Et la raison à cela, d'ailleurs, c'est qu'il est venu dans ce pays avec un visa H1B, mais il ne semble pas en savoir beaucoup sur ce programme, à part le fait qu'il est ici et qu'il ne serait pas autorisé à être ici, ni à embaucher des personnes qu'il embauche clairement sous ce programme de visa. Voici donc une chose qu'il a dite parmi d'autres. La raison pour laquelle je suis en Amérique, ainsi que tant de personnes essentielles qui ont construit SpaceX, Tesla et des centaines d'autres entreprises qui ont rendu l'Amérique forte, c'est grâce au H1B. Reculez d'un grand pas et allez vous faire voir. Je mènerai une guerre sur ce sujet, d'une ampleur que vous ne pouvez même pas imaginer. D'accord? Très bien. Donc il devenait de plus en plus en colère. Il retirait les coches de vérification des gens. Un tas de comptes ont été bannis parce que, comme je l'ai dit, il était en tendance pendant des semaines. En réalité, il est en tendance depuis que cette discussion a éclaté. À propos de gens qui disaient « Comment osez-vous ?» Du genre « Vous venez dans ce pays et vous dénigrez en fait les Américains en disant qu'ils ne sont pas assez bons pour occuper ces postes alors que nous pensons que nous le sommes. » Voici ce qu'il a également dit et c'est vraiment ce qui a fait exploser les gens. Il répondait à quelqu'un qui disait « Est-ce que les gens sont vraiment assez stupides pour penser qu'ils peuvent convaincre Elon Musk, un immigrant aux États-Unis qui a généré une richesse incommensurable et un avantage en matière de sécurité nationale pour notre économie et notre pays à partir de rien, que l'immigration hautement qualifiée est mauvaise pour les Américains? Sérieusement? Encore une fois, la question de cette personne est ridicule parce que ce n'est pas de l'immigration hautement qualifiée qui se produit dans le cadre de ce programme. Bref, Elon Musk répond à cela et dit « Ma tolérance pour les subtars est limitée ». Donc maintenant, il joue un peu le jeu de la gauche avec des attaques ad hominem du genre « Nous sommes trop stupides, nous sommes médiocres, vous ne comprenez pas ».
Et en réalité, ce qui se passe ici, et ce que je crains chez beaucoup de gens, c'est qu'une fois que vous avez accès au genre de richesse qu'a Elon Musk, une fois que vous devenez l'homme le plus riche du monde, vous n'avez jamais vraiment à écouter quelqu'un vous dire non. Vous pouvez simplement avoir raison sur tout. Vous pouvez vous entourer d'une bande de flatteurs qui vont constamment vous dire oui. Il est très difficile pour les gens dans cet environnement de faire preuve d'humilité, n'est-ce pas? De s'humilier et de se demander « D'accord, qu'est-ce que je rate ici ?» Parce que je ne pense pas que toutes ces personnes soient en colère parce qu'elles ne veulent pas d'immigrants dans ce pays. Laissez-moi vraiment essayer d'apprendre quelque chose. Il est difficile d'enseigner à quelqu'un qui croit tout savoir. Et j'ai le sentiment que Steve Bannon l'a exprimé de manière très forte dans son émission. Évidemment, il utilise le même type de langage qu'Elon Musk, mais ce qu'il dit ici est important. Écoutez bien. J'ai dit à plusieurs reprises qu'Elon est venu et que l'argent d'Elon a aidé à organiser la base du mouvement. Avec son esprit d'ingénieur, il a vu quel était le problème, tout comme nous l'avons vu. Et il l'a soutenu. Et pour cela, il a droit à une place à la table. Il ne fait aucun doute que vous devriez. Ce sont des convertis récents, et nous aimons les convertis. Bon sang, je suis catholique, nous étions dans la conversion. Ce n'est plus le cas, nous ne gardons pas ce que nous avons. Mais à l'époque, vous savez, la moitié des saints étaient des missionnaires. Nous aimons les convertis. Mais les convertis s'assoient au fond et étudient pendant des années et des années pour s'assurer qu'ils comprennent la foi, qu'ils en saisissent toutes les nuances et qu'ils comprennent comment l'intérioriser. Ne venez pas monter en chair. Dès votre première semaine ici, et commencez à faire la leçon aux gens sur la façon dont les choses vont se passer. Si vous faites ça, on va s'en prendre à vous et on va vous arracher la tête. On va tout simplement vous arracher la tête. Je suppose qu'on va y aller. Tout le monde a beaucoup de choses à faire avec des visages. Elon Musk, évidemment, tu sais, mais peu importe ton propre visage. Ce qu'il faut retenir, c'est que Steve Bannon dit essentiellement « Tu es là, tu as une place à la table simplement parce que tu es Elon Musk ». Alors pourquoi ne pas essayer d'apprendre à propos des préoccupations du mouvement MAGA, parce que les gens sont là, le peuple américain est là, et a ses préoccupations bien avant que tu n'entres dans ce mouvement America First. Et je pense que c'est juste. Et je pense que cela crée aussi des alliances inattendues, d'ailleurs, parce que Bernie Sanders, apparemment, est sur ce sujet depuis 17 ans. Il dit que le programme H-1B a été abusé, et cet extrait remonte à très longtemps. À l'époque où George Bush était président, maintenant, pour être clair, cet extrait de Bernie Sanders, dont la qualité sonore n'est pas très bonne, donc si vous n'écoutez qu'en audio, il va falloir faire preuve d'un peu de patience. Mais cet extrait remonte à l'époque où il a rejoint Lou Dobbs, feu Lou Dobbs de Fox News. Et il parle d'amnistie. Donc, il dit en gros que le gouvernement nous a vendus aux milliardaires et que la personne qui poussait pour une migration légale illimitée à cette époque et qui le fait toujours, c'est Bill Gates de Microsoft, anciennement de Microsoft. Et il explique que c'est parce qu'ils ont conclu ces accords, ils veulent de la main-d'œuvre bon marché. Et donc, une façon d'y parvenir, c'est par l'immigration illégale, puis en accordant l'amnistie à tout le monde, ce dont ils sont en train de parler. Mais ils dénoncent aussi tout particulièrement le programme de visa H-1B. Écoutez Bernie Sanders, il y a 17 ans. Alors que la classe moyenne de ce pays continue de rétrécir, malgré une énorme augmentation de la productivité des travailleurs, la pauvreté continue d'augmenter. Depuis que Bush est président, 5 millions d'Américains supplémentaires sont tombés dans la pauvreté, 6 millions d'Américains de plus ont perdu leur assurance maladie et l'écart entre les riches et tous les autres ne cesse de se creuser. Donc, lorsque le président Bush vous dit à quel point l'économie va bien, ce qu'il veut vraiment dire, c'est que les PDG des grandes multinationales s'en sortent très très bien. Il ignore en quelque sorte la réalité économique de tous les autres. Et cela nous amène à la question de l'immigration. Si la pauvreté augmente et que les salaires baissent, je ne comprends pas pourquoi nous aurions besoin que des millions de personnes viennent dans ce pays en tant que travailleurs invités, qui accepteraient des salaires plus bas que les travailleurs américains et feraient ainsi baisser les salaires encore plus qu'ils ne le sont actuellement. Et comme nous le savons, les principales industries qui embauchent de la majorité des immigrés clandestins, ce sont la construction, l'aménagement paysager. Ce n'est pas comme si ça faisait du mal, je vais vous dire. Ce sont toutes des industries où les salaires sont en baisse. J'entends les partisans de cette politique en parler ici, et c'est pareil. Ils n'ont aucune bonne réponse.
Je viens de lire aujourd'hui que beaucoup de gens qui entrent dans ce pays viennent comme maîtres nageurs. J'imagine qu'on ne peut pas trouver, c'est ça, on ne peut pas trouver de travailleurs américains pour être maîtres nageurs. Et le programme H1B concerne aussi des enseignants, des instituteurs. Eh bien oui. Et ce programme H1B, nous avons dû regarder le sénateur Ted Kennedy assis là, avec pour seul témoin l'un des hommes les plus riches du monde, Bill Gates, qui lui disait qu'il voulait un nombre illimité de visas H1B, manifestement sans savoir que 7 visas sur 10 dans le cadre du programme H1B sont attribués à des entreprises indiennes qui sous-traitent ensuite ces postes à des entreprises américaines dans ce pays, et que 4 emplois sur 5 censés être des emplois hautement qualifiés sont en réalité des emplois de catégorie 1, c'est-à-dire peu qualifiés. Voilà, vous l'avez. Je pense qu'il est important de bien comprendre cette question pour voir ce que les gens débattent. Ce n'est pas une question de race, comme certains l'ont suggéré. Eh bien, les gens sont juste racistes. On se croirait vraiment revenu en 2015 avec des gens qui ne comprennent toujours pas que les travailleurs américains sont désavantagés par des programmes comme celui-ci. Et loin de moi l'idée de suggérer qu'Elon Musk devrait peut-être sortir de Mar-a-Lago et aller parler aux personnes qui sont touchées par cela. Et je veux être clair, je pense qu'il est même injuste de tout mélanger. Ce que Vivek dit n'est pas la même chose que ce que dit Elon Musk. Elon Musk ne dit pas la même chose que Vivek. Vivek dit « Gardons ce programme et assainissons-le ». Il n'a certainement pas dit que nous devrions avoir une immigration illimitée. Je ne pense pas qu'il l'ait fait, du moins, mais Elon Musk défend en réalité la même chose que ce que défend Bill Gates. Et donc, c'est intéressant d'entendre Bernie Sanders dire que cela a toujours été une perspective de milliardaires parce qu'ils veulent de la main-d'œuvre bon marché. Et maintenant, nous devons commencer à nous demander quel est le but final d'Elon Musk. Je vais vous tenir au courant de cette question, c'est certain. D'abord, je vais lancer une publicité avant de vous donner le thé de Babylone. Je veux vous parler de la dette PDS. Nous cherchons tous à repartir à zéro en cette période de l'année, que ce soit en mangeant mieux, en perdant du poids ou en lisant davantage. C'est le moment idéal pour donner un nouveau départ à vos finances en faisant de cette année celle où vous sortirez de l'endettement. La première étape consiste à contacter PDS Debt pour une solution personnalisée à votre dette. Si vous effectuez des paiements chaque mois sur votre dette et que vos soldes ne diminuent pas, PDS Debt a des solutions pour vous. Toute personne ayant 10 000 $ ou plus de dettes éligibles peut en bénéficier et aucun score de crédit minimum n'est requis. Les crédits mauvais et moyens sont acceptés. Économisez davantage tout en remboursant votre dette en une fraction du temps. PDS Debt peut vous offrir des conseils personnalisés en fonction de votre situation financière unique. Ils prennent en compte vos revenus, vos dépenses et le type de dette que vous avez afin d'élaborer une stratégie sur mesure qui vous convient. Alors faites de cette année l'année où vous prenez le contrôle de votre dette. Obtenez dès maintenant une analyse gratuite de votre dette sur pdsdebt.com/Candace. Cela ne prend que 30 secondes. Encore une fois, c'est pdsdebt.com/Candace, pdsdebt.com/Candace. Très bien, moi contre Seth Dillon. En parlant d'Elon Musk, c'est d'ailleurs une bonne transition vers le prochain sujet, car l'histoire du Babylon Bee, le site satirique, je fais maintenant des guillemets autour de satire, c'est que Seth Dillon, qui dirigeait le Babylon Bee, a racheté le Babylon Bee et a publié une blague sur le transgenrisme. Je crois qu'il a peut-être appelé Rachel Levine l'homme de l'année, ou quelque chose comme ça. Et à l'époque où Jack Dorsey contrôlait X, cela a eu pour conséquence qu'il a été expulsé ou exclu. Je ne suis pas vraiment sûre de ce qu'il y avait comme histoire là-dedans. Et c'est à ce moment-là qu'Elon Musk a dit « Je ne veux pas vivre dans un monde où nous ne pouvons pas raconter de blagues à l'abeille de Babylone ». Il a contacté Seth. Dylan, la prochaine chose que nous savions, c'est qu'Elon Musk achetait Babylon Bee. Et oui, c'est un peu ça. Et je vais être clair ici. Et depuis, évidemment, le Babylon Bee écrit beaucoup d'articles sur Elon Musk et tous sont des blagues, mais ils sont tous favorables à Elon Musk pour la raison évidente qu'ils l'adorent, pour ce qu'il a fait pour eux et pour la liberté d'expression, ayant vraiment aidé à mettre le site satirique Babylon Bee sur la carte. Je vous montre simplement une partie de la couverture médiatique d'Elon Musk au cours des dernières années, depuis que cela s'est produit. Ce n'est certainement pas tout, mais vous pouvez voir que ces blagues sont très bienveillantes. Elon Musk se prépare à transporter 3 puits jusqu'à la porte de la Maison-Blanche pour pouvoir frapper et dire « Eh bien, eh bien, eh bien ». Pas particulièrement drôle, mais voilà. Elon Musk achète le Royaume-Uni pour y instaurer la liberté d'expression. Elon Musk tombe dans une pauvreté accablante après un seul repas chez Five Guys. Elon Musk propose à Mark Zuckerberg $1 milliard s'il change le nom de Facebook en Facebook. Donc tout est dans ce style-là.
Nous aimons Elon Musk et nous allons toujours raconter des blagues qui sont en sa faveur. Parce qu'on peut faire des blagues qui vont dans le sens de quelqu'un ou alors être du mauvais côté d'une blague où l'on se moque de vous. Et on le sait grâce à Saturday Night Live, n'est-ce pas? Saturday Night Live se faisait passer pour de la satire et de l'humour, mais en réalité, on voyait bien qu'il détestait Trump. Il détestait les partisans de Trump. Alec Baldwin ne faisait pas son numéro sur Trump parce qu'il essayait d'être drôle. Il le faisait parce qu'au fond de lui, il y avait un homme très en colère qui finirait par tirer sur quelqu'un et tuer quelqu'un. Et on l'a vu avec Alex, il utilisait en fait ce personnage pour se défouler, pour exprimer sa haine envers Donald Trump. Et c'est vraiment ce qui est devenu SNL, se moquer de tous les Américains entre New York et Los Angeles, les États du centre du pays. Alors on s'est dit, vous savez, on ne trouve pas vraiment vos blagues drôles et on veut sortir de ça. Et la raison pour laquelle nous voulons parler de ce sujet, c'est que, généralement dans le mouvement conservateur, quand des problèmes surgissent, il y a la perception publique de ces problèmes. Et puis il y a ce qui se passe en coulisses. Et je suis quelqu'un qui aimerait pouvoir tout vous raconter de ce qui se passe en coulisses. Peut-être parce que je suis toujours enceinte. Et je n'aime pas les contrats. Je n'aime pas les accords de confidentialité. Je n'aime pas que le public ne sache pas ce qui se passe. Je trouve que tout cela est mesquin et stupide. Et que ça mine la confiance du public. Et le public n'est pas stupide. Donc, c'est incroyable que je n'ai pas d'accord de confidentialité avec le Babylon Bee. Et je peux en fait simplement vous donner le contexte de tout cela. Donc, en surface, le Babylon Bee a essayé de faire croire que je m'étais fâchée parce qu'ils avaient fait une soi-disant blague à mon sujet. D'accord. Donc, voici la blague qu'ils ont publiée pendant la semaine de Noël ou la veille de Noël, peu importe, sur le site du Babylon Bee. Candace Owens, horrifiée d'apprendre que Noël a commencé par la naissance d'un juif. Objectivement, pour moi, ce n'est pas une blague drôle. Un peu comme je n'ai objectivement pas trouvé Dave, j'ai un trou de mémoire sur son nom de famille. Je ne devrais pas, parce que c'est le plus grand humoriste. La blague de Dave Chappelle à mon sujet ne m'a pas fait rire parce qu'elle venait d'un sentiment de colère à propos de George Floyd. Mais peu importe, si vous voulez faire des blagues, ce n'est pas à moi de dire que quelqu'un devrait être retiré de l'antenne ou je ne crois pas à tout ça. Je ne trouve tout simplement pas les blagues drôles quand elles sont ancrées dans la colère. Et les fans ont réagi à cela. Cela a d'abord été publié sur Instagram. Si vous allez dans la section des commentaires, c'est 70% pro Candace, 30% pro Babylon Bee et des gens qui crient sur d'autres en disant que vous êtes dans une secte de Candace. Et c'est parce que le public n'est pas stupide. Ils reconnaissent cette tendance chez le Babylon Bee. C'est comme l'abeille sioniste. C'est comme si c'était devenu l'abeille talmudique babylonienne, en réalité. C'est juste très évident qu'ils vénèrent Israël et qu'ils basent leurs blagues sur les gens qui ne vénèrent pas Israël et Bibi Netanyahou. Et les gens ont commencé à remarquer ce fil conducteur. Maintenant, je veux vraiment vous montrer ce qu'a couvert le Babylon Bee avant de vous donner ce contexte. De ce qui s'est vraiment passé ici, de ce qu'a été la couverture du Babylon Bee à mon sujet avant que je ne quitte The Daily Wire. C'était un peu comme la couverture sur Elon Musk. Il n'y avait pas beaucoup d'articles. Il y en avait peut-être 3 ou 4, mais voici les titres à l'époque où le Babylon Bee m'aimait bien. The Daily Wire annule discrètement leur prochain remake de La Petite Sirène avec Candace Owens dans le rôle principal, d'accord? Pelosi annonce de manière préventive des articles de destitution contre Candace Owens. Facebook affirme que la fête célébrant la suspension de Candace Owens était une simple erreur. Encore une fois, les blagues étaient toutes en ma faveur. Je quitte The Daily Wire et il se retourne complètement contre moi. Et les blagues montrent de façon assez évidente qu'il ne m'aime pas. Voici donc quelques-unes des blagues. C'était les Juifs, crie Candace Owens lors du premier tour de Cluedo. Voici la suivante. Kanye West commence à penser que Candace Owens est peut-être un peu folle. Et d'ailleurs, pour revenir à la blague, c'était les Juifs. Si vous voulez la remettre à l'écran, regardez simplement la date de ces blagues, comme le 25 août. Montrez l'autre. Celle-ci date du 11 juillet. Et la troisième qu'ils ont faite sur moi ici, Candace Owens, horrifiée d'apprendre que Noël a commencé par la naissance d'un juif. D'accord. Donc, vous pouvez voir que l'émission vient juste de reprendre, on retrouve notre rythme, et il commence à, vous savez, intensifier les blagues contre moi. Ensuite, Seth Dillon a posté ceci, j'ai répondu en disant « D'accord, c'est assez évident que ce n'est pas une blague ». Et il a publié ça sur Twitter. Oui. La blague, c'est que Candace est obsédée par les Juifs. C'est drôle parce que c'est vrai. C'est vrai depuis longtemps.
Apparemment, ce n'est vrai que depuis juillet de cette année quand j'ai quitté Daily Wire. Ce serait étrange si nous n'en plaisantions jamais. Ensuite, elle a prouvé que c'était vrai en se fâchant et en disant que nous attaquons les chrétiens et que nous ne nous moquons jamais des Juifs parce que nous avons un agenda secret qu'elle veut révéler. Des élucubrations complotistes qui ont rendu toute l'histoire encore plus drôle. Derrière tout cela, il y a notre relation personnelle, qui a toujours été cordiale et respectueuse des deux côtés. Pourquoi laisserais-je mes relations personnelles interférer avec notre travail? Le travail de nos auteurs est de se moquer des choses, tout comme le sien est d'attaquer les idées et les récits qu'elle juge répréhensibles. Elle offense beaucoup de gens, y compris ses amis. Je sais qu'elle en a perdu beaucoup à cause de cela, et nous aussi. Dire la vérité à cet effet. Mais ce n'est pas un complot malveillant, du moins pas de notre part, et je ne prétends pas connaître les motivations des autres. Ce que nous ne faisons pas, c'est inviter les gens offensés par nos blagues à nous faire la leçon sur les raisons pour lesquelles celle-ci n'est pas considérée comme une satire valable. C'est stupide, égocentrique et pas productif. Aucun humoriste n'a intérêt à décortiquer ses blagues de cette façon. L'introspection introspective pourrait cependant être productive, et c'est ce que la satire mordante cherche à susciter. Ok, cool. Nous sommes donc tous d'accord que l'honnêteté est notre métier. Je pense qu'il est temps pour moi d'être honnête à propos du Babylon Bee. Voilà. Cela remet en contexte cette relation dont il dit que nous l'avons en coulisses, alors qu'il la présente comme une simple relation superficielle. Donc, Babylon Bee, avant qu'Elon ne s'y implique, évidemment, ils ont commencé à avoir beaucoup de succès. Je pense que ce n'est pas vraiment parce que les blagues c'était les plus drôles que j'ai jamais lues, mais plutôt parce qu'on était tous un peu en manque de gens qui arrêtent de se moquer des MAGA, qui arrêtent de se moquer des conservateurs, qui arrêtent de se moquer de l'Amérique profonde. Et voilà que débarque le Babylon Bee, il se moque des gauchistes et les gauchistes deviennent super en colère à cause de ça. Et on s'est dit, super, enfin on a quelque chose qui va dans l'autre sens. Ce n'est pas The Onion, c'est le Babylon Bee. Et nous les avons tous beaucoup soutenus. Au même moment où tout cela se passait, j'avais une vraie relation avec le Babylon Bee, pas une relation superficielle avec lui. Je veux dire, avec Seth Dillon, pas une relation superficielle avec lui. Mon mari avait des affaires avec lui et il est venu chez moi. On disait toujours, Seth, quoi que tu aies besoin, on veut t'aider. Nous sommes tellement heureux que tu sois là et que tu existes. Un jour, j'ai reçu un appel de Seth Dillon et il m'a raconté une histoire horrible. Ce qui lui est arrivé était vraiment atroce. C'était il y a quelques années. Et en gros, une connaissance commune, c'est ainsi que je vais appeler cette personne, faisait semblant d'être l'ami de Seth Dillon, disant qu'il voulait collaborer et faire des affaires avec lui, invitant Seth Dillon à des réunions, comme si tout le monde était ami dans le mouvement conservateur, vous voyez, ce genre de choses. Et Seth Dillon est allé à une réunion avec ceux qu'il pensait être des amis et il voulait acheter son entreprise. Il voulait littéralement acheter le Babylon Bee. Et Seth Dillon a dit « Non, en fait, je veux en quelque sorte conserver Babylon Bee. » Cool, génial. Seth Dillon quitte la réunion avec ses amis et au moment où il monte dans sa voiture pour descendre la rue. Ses amis ont alors envoyé des offres à tous ses employés, leur proposant le double, voire le triple du salaire que Seth Dillon leur versait, organisant en fait une prise de contrôle hostile du Babylon Bee en disant « Nous vous paierons plus. Venez simplement faire ce que vous faites ici dans notre entreprise et oubliez Seth Dillon. » Et certains de ses employés ont effectivement accepté l'offre. Je pense qu'au moins 3 des employés ont accepté l'offre. Seth Dillon était sous le choc de tout cela. Il était complètement bouleversé par cette situation. Et quand il m'a appelé pour me raconter cela, parce que je peux être assez intransigeant sur ce genre de choses, j'étais indignée moralement. Non seulement cela, mais les personnes qui ont fait ça lui ont ensuite envoyé en gros un message, un texto que je possède, qui était l'une des choses les plus ignobles que j'ai jamais lues en politique. Je veux dire, ce sont des gens qui se présentent comme les gentils, n'est-ce pas? C'est ce genre de choses que vous ne savez pas qui se passe en coulisses. Des gens qui se présentent comme moraux, comme les gentils et tout ça, font ce genre de choses au sein du mouvement conservateur. Et ce texto disait en gros, écoute, nous sommes les gros bonnets. Toi, tu es un petit. On peut faire tout ce qu'on veut. Peut-être, je pense qu'un jour, tu seras grand, mais nous, on est grands et on peut tout simplement se permettre de faire ces choses-là. En gros, va te faire voir. Voilà ce qu'on fait. On prend le contrôle de ta société. Et Seth Dillon traversait en gros une crise personnelle à cause de ça. J'ai donc mis mon nom et ma réputation en jeu. Je lui ai dit que je n'accepterais pas ça. Je connaissais très bien cette entreprise et je suis allée jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? J'ai même contacté la personne qui était derrière tout ça et je lui ai dit que c'était absolument méprisable. Ce que vous faites est moralement scandaleux.
Comment pouvez-vous vous regarder dans le miroir en lisant ce message? On dirait un psychopathe. Rien que de mettre ça par écrit. C'est encore pire. Si jamais ça venait à être divulgué au public, toute votre entreprise serait finie. C'est ce que j'ai dit. Et franchement, comment pouvez-vous faire ça à Seth Dillon? C'est quelqu'un de vraiment bien. Pourquoi feriez-vous ça à quelqu'un qui, au fond, ne fait que des blagues sur Internet? J'ai aussi dit que dans n'importe quelle fonction où je travaillerais avec cette entreprise, je ne voudrais rien avoir à faire avec les employés qui auraient été embauchés dans de telles circonstances. Et j'en ai informé Seth. Mon mari et moi, on te soutient à 100% parce que ce qui est juste et ce qui est mal, d'accord? Encore une fois, il a traversé une crise personnelle. Il pensait que toute son entreprise allait s'effondrer. Et devinez ce qui s'est passé. Eh bien, Elon Musk, de façon aléatoire, tweet et veut sauver le Babylon Bee. Et soudain, ces personnes du mouvement conservateur se sont dit « Oh, il vaudrait mieux qu'on se réconcilie avec Seth Dillon. On ferait mieux de lui faire un chèque et de conclure un accord avec lui parce qu'on ne veut pas de conflit maintenant qu'il est ami avec la personne la plus puissante du monde, Elon Musk. D'accord ?» Et donc, Seth Dillon a pardonné la situation, faisant semblant que cela venait du fond du cœur. Je pense que c'était en fait parce que c'est comme ça que fonctionne l'argent. Peu importe, ce n'était pas mes affaires. Je voulais juste intervenir parce que ce qui arrivait à Seth Dillon à ce moment-là était injuste, d'accord? Alors, avançons jusqu'à aujourd'hui où ma famille traverse l'année la plus difficile, la période la plus compliquée et où nous avons eu l'impression d'avoir été trahis par des amis. Je perds mon emploi au Daily Wire. Et puis, Andrew Klavan fait une vidéo sur Christ est roi. Et je regarde mon fil Twitter et Seth Dillon, tu sais, ce gars pour qui j'ai pris des risques, saute instantanément sur l'affaire Christ est roi, la qualifiant d'antisémite, la présentant comme de l'antisémitisme, en rajoutant une couche, en gros, m'envoyant des messages pour me demander, tu sais, eh bien, tu devrais dire ceci à propos des Grapers. Genre la dernière chose à laquelle je pense après tout ça, c'est ce que je pourrais encore faire pour Seth Dillon, parce que après avoir dit n'importe quoi sur Christ est roi, des contes de grenouilles au hasard lui disent des choses horribles à propos du fait qu'il est juif. Seth Dillon d'ailleurs, si vous ne le savez pas, il est d'origine juive ashkénaze. Et donc il se fait blesser dans ses sentiments par des contes de grenouilles au hasard. Toute ma vie est en train de partir en vrille, mais lui, il veut que je prenne ce moment pour dire quelque chose contre ces contes grippés au hasard. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas vraiment une bonne personne. C'est juste quelqu'un qui, en gros, m'utilise pour mener ses propres combats, et j'ai refusé de le faire. Je ne vais pas faire un tweet contre des contes de grenouilles au hasard juste parce que tu veux que je le fasse alors que ma famille traverse une période de crise. Et puis, les blagues ont commencé. Les blagues contre Candace ont commencé, et elles n'ont jamais cessé depuis. Et quand Seth dit qu'il ne fait pas de blagues par colère ou que ce n'est pas par... C'est juste de la satire et de la convivialité. Ce n'est pas de la propagande. Il vous ment. Parce que ce jour-là, quand il me demandait de faire ses blagues ou de faire une déclaration ou d'attaquer les Gropers en son nom, peu importe, pour clarifier que je ne suis pas alignée avec les Gropers sur Christ est roi, il s'est tellement énervé contre ses comptes Gropers qu'il a décidé de publier une blague ou de repartager une blague qui datait de plusieurs années sur le site du Babylon Bee. J'étais en train d'échanger des messages avec lui quand il a publié ça. C'était littéralement parce qu'il était en colère contre des suprémacistes blancs perçus sur Internet, des comptes anonymes de trolls, des comptes Graper qu'il a publié cette blague. Et c'est celle-ci. La race blanche doit préserver notre pureté génétique, déclare l'homme consanguin. Ça venait de Seth. Il a publié ça parce qu'il était en colère. Donc ce n'est pas une blague, d'accord? Le Babylon Bee ne publie pas ce genre de choses parce qu'il trouve ça drôle. Il publie ce genre de choses parce que, comme il le dit, il se considère comme authentique. Il publie ce genre de choses par une sorte de colère ressentie contre la personne qu'ils visent dans certaines circonstances, pas toutes. Je suis sûre que parfois, ils essaient d'être drôles quand ils font une blague sur Nancy Pelosi, mais à d'autres moments, et en général, quand il s'agit de questions raciales, de personnes blanches, de personnes juives, il est clair, en postant cette blague alors qu'il était en colère, que Seth Dillon se considère comme racialement juif, n'est-ce pas? Parce que tu publies quelque chose contre les personnes blanches, parce que tu es en colère contre elles et parce que tu as le sentiment qu'elles disent des choses contre les juifs. Donc c'est la vérité. Le Babylon Bee est dirigé par quelqu'un qui se considère comme racialement juif. C'est pourquoi il est en colère contre moi, parce que je refuse de servir l'État d'Israël, ce que je refuse de faire.
Et ce qui a rendu ce dernier cas particulièrement scandaleux et pourquoi j'ai réagi, désolé, c'est parce que je suis enceinte d'un garçon, c'est que 3 jours avant qu'ils ne publient cette blague, et je savais qu'ils allaient poster quelque chose parce qu'un épisode sur l'USS Liberty était sorti contre Israël. Donc c'est ce qu'ils doivent faire. Ils doivent faire de la propagande et sioniser, peu importe ce que c'est. Seth Dillon m'avait envoyé un message et m'a dit « Hey, tu sais, j'ai regardé l'extrait, j'ai regardé l'interview entre toi et Georges dans ton émission et je voulais en gros dire que, tu sais, j'étais reconnaissant, peu importe ce qu'il a dit, c'était un message vraiment sympa, en gros ce qui ressemblait à un appel à la trêve. Et je lui ai dit, ah tu sais, évidemment, on a vu toutes tes blagues. C'était blessant que tu fasses ça alors que ma famille puis traversait tant d'épreuves cette année. Je lui ai confié que nous avions eu un premier trimestre très difficile. Donc, nous avons ensuite dû gérer nos amis qui écrivaient des satires sur nous, ce qui était juste de la propagande pro-israélienne et de la colère, et que c'était dur compte tenu de tout ce que j'avais fait et du fait que je m'étais exposée pour lui quand sa famille était attaquée, que sincèrement, j'aurais apprécié. Je ne lui demandais pas de me défendre, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de me défendre, mais se taire aurait été appréciable. Son silence aurait été le bienvenu alors que je traversais tout ce que j'ai traversé cette année et il n'a même pas pu m'accorder ça. Il n'y avait rien qu'il puisse me rendre, rien d'autre que elle est clairement obsédée par les Juifs. Pas qu'ils sont obsédés par elle. Il n'a jamais fait de blague sur le rabbin Shmuley. Il n'a jamais fait de blague sur le fameux conte juif qui a été à l'origine de tout ce qui nous a fait perdre la monétisation U2. Le rabbin Shmuley, pendant 2 ans, s'est acharné sur moi en disant « On va te faire virer. On va juste… » Rien de tout ça n'était drôle pour le Babylon Bee. Rien de tout cela ne semblait aussi obsessionnel aux yeux du Babylon Bee. Et donc, j'ai tweeté ça à Seth Dillon. Enfin non, je lui ai en fait envoyé ça dans un message à propos de l'insinuation selon laquelle je serais obsédée par les Juifs plutôt que simplement en train de me défendre. Et je n'arrêterai jamais de me défendre et de défendre mon nom. J'ai écrit ce message texte. J'ai dit à Seth, est-ce que tu pensais que j'étais obsédée par les Noirs quand j'ai réalisé un documentaire entier sur la corruption de BLM, en plus d'avoir fait environ 1000 interventions médiatiques pour discuter de leur toxicité et environ 500 visites sur des campus universitaires pour parler de leur violence et de leur idéologie marxiste. Parce que Babylon Bee me soutenait à ce moment-là. Les blagues allaient dans mon sens. Je me demande juste pourquoi cela ne t'a pas semblé être une obsession pour les Noirs, étant donné que ça a duré environ 4 ans. Et BLM n'a pas tué 18 000 enfants, mais ils ont bel et bien été violents et ont causé des milliards de dollars de dégâts. C'est presque comme si tu étais un immense hypocrite qui pense qu'Israël ne peut pas être critiqué parce que des Juifs y vivent, tout comme Al Sharpton ne croit pas que les Noirs puissent être critiqués sans accusation fallacieuse de racisme. C'est pour ça que je te considère comme un imposteur. Si le Bee m'avait traité de tous ces noms pendant BLM, je pourrais penser que tu es cohérent et donc vraiment juste drôle. Mais ta réaction à l'un plutôt qu'à l'autre relève en réalité de la suprématie juive. Je ne tolère aucune forme de suprématie raciale d'aucun groupe. Voilà, c'est tout. Je veux dire, évidemment, comme je l'ai dit, il n'a pas fallu grand-chose à mon public pour vraiment comprendre ce qui se passait avec le Babylonian Talmudic Bee et il commence à recevoir ce retour et il le mérite. Mais je voulais que tu saches d'où venait ma colère, parce que le fait qu'ils essayent de présenter ça au public comme si je ne savais tout simplement pas prendre une blague, c'est vraiment n'importe quoi. C'est du gaslighting. C'est ce genre de choses dont est née la méthode de psychologie de Sigmund Freud. Tu sais, attaquer constamment quelqu'un puis faire semblant de rien, genre « Quoi ?» Tu ne sais juste pas prendre une blague. Et je ne vois rien de plus bas que de faire semblant que c'est une blague, comme Saturday Night Live qui a fait semblant que c'était une blague pendant des années, alors qu'il s'acharnait sur une partie de la population simplement parce qu'il nous détestait. C'est tout. Vous détestiez tout simplement les partisans de Trump. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ayez au moins le courage, ayez le courage moral d'admettre que vous faites cela parce que vous avez des intérêts. Vous avez des intérêts, tout comme le Jérusalem Post a des intérêts, tout comme, vous savez, Prageru a des intérêts, sauf que, au moins, ont le courage d'admettre quels sont ces intérêts. Vous êtes pro-rage réal, d'accord? Vous vous considérez racialement comme juif, c'est pour ça que vous publiez des blagues anti-blancs quand vous êtes en colère. Et tout ça, c'est très bien, mais arrêtez de vous cacher derrière la satire. Cela dit, les gars, il y a absolument juste 2 ou 3 choses que je voulais mentionner ici, parce que je sais qu'on arrive à la fin et ça fait déjà 44 minutes. Tout d'abord, le procès du rabbin Shmuley, Hôtel Fontainebleau, cherchez ça quand vous aurez du temps libre. Vous allez éclater de rire. En gros, il s'est disputé avec quelqu'un à l'Hôtel Fontainebleau puis a menacé l'hôtel.
Il a commencé à créer, soi-disant à l'aide de vidéos générées par IA, pour critiquer l'hôtel parce qu'un client et lui se sont disputés. En gros, il voulait qu'il lui fasse un chèque d'1 million de dollars parce que le client lui avait crié dessus. Il a comparé l'hôtel Fontainebleau à des collaborateurs nazis alors qu'il tentait, selon les propriétaires, une extorsion. Le pauvre rabbin Shmuley n'avait pas réalisé que les propriétaires de l'hôtel Fontainebleau sont juifs. Donc tout ce qu'il m'a dit, il le faisait à l'hôtel Fontainebleau. Les traités de collaborateurs nazis, les accusés d'antisémitisme en ligne, utiliser des vidéos générées par IA pour les attaquer, essayer d'obtenir un chèque d'1 million de dollars dans ce soi-disant chantage, du moins selon la plainte. Et il s'avère qu'ils sont extrêmement juifs. Cela concerne la communauté juive et ils ne comptent pas se laisser faire. Ils poursuivent carrément le rabbin Shmuley en justice et j'espère que cette famille gagnera. Sérieusement, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas le nom de famille. J'ai oublié d'écrire ça. Mais quelle que soit la famille qui possède le Fahen Blue, vous êtes sur ma liste de héros cette année. Je suivrai ce procès. C'est incroyable. C'est ce qu'il fait. Il diffame, il calomnie. Et finalement, il se retrouve coincé ici dans une situation où il ne va pas pouvoir prouver quoi que ce soit, qu'une famille extrêmement juive est antisémite et collaboratrice nazie et fait ce genre de choses. Ils auront les moyens financiers de le combattre et de traverser tout ce processus. Mais il faut lire la plainte parce qu'à un moment donné, quand le directeur de l'hôtel essayait simplement de dire « Et nous sommes désolés que cela vous soit arrivé », alors qu'il les insultait de toutes sortes de noms. Apparemment, le rabbin Shmuley a accepté un dîner gratuit à l'hôtel puis est passé à autre chose. Donc, il voulait simplement obtenir quelque chose gratuitement. Et évidemment, le Fontainebleau affirme qu'ils ne céderont pas à ces tentatives d'extorsion. Ils se défendent comme ils en ont le droit, comme tout le monde en a le droit lorsqu'on les diffame intentionnellement, qu'on les calomnie et qu'on ment à leur sujet. Et personne ne fait ce genre de choses de façon plus persistante et répugnante que le rabbin Shmuley. Donc, bravo à l'hôtel Fontainebleau. Si je viens à Miami, c'est là que je séjournerai, c'est certain. Bon, les amis, nous sommes littéralement à court de temps, donc il n'y a rien d'autre que je puisse aborder aujourd'hui, ce qui est fou. Ça fait déjà 47 minutes et il y a encore tellement de choses dont j'aimerais parler. Je voulais parler du nouveau show de Brett Cooper qui va être lancé plus tard cette semaine, ce qui m'enthousiasme pas mal. On en parlera demain. Je vous donnerai aussi mon avis, comme je l'ai dit, sur Blake Lively qui relance en quelque sorte le mouvement MeToo. C'est revenu d'entre les morts. Les gens permanence des récompenses sur la base d'allégations. Et vous savez que j'aurai un avis là-dessus, mais il va falloir attendre. Même l'attentat terroriste, je n'ai pas encore eu le temps d'en parler. Ça ne fait que 47 minutes. On va tous devoir attendre jusqu'à demain. C'est bien, j'adore quand on a trop de sujets à aborder. On parlera de tout ça. Passons à quelques-uns de vos commentaires en direct. Sarah écrit « Félicitations Candace, amour et bénédiction ». Sarah Jones écrit « J'ai hâte de voir le gang savage Hoodrat Gang Gang. Félicitations à toi et à ta famille. Excellente nouvelle. Tu me manques énormément. Oui. Et au fait, maintenant je regarde du côté de la baie de Babylone parce qu'il y a quelque chose de bizarre là-bas. Là, j'ai une impression étrange. C'est comme s'il se passait beaucoup de choses en coulisses. Comme je l'ai dit, je peux vous donner cet extrait parce que je n'ai aucun NDA qui m'empêche de vous dire ce qui s'est passé. Mais ils sont suspects. Ils sont vraiment très suspects. Modgon écrit « Pouvez-vous enquêter sur la disparition et la mort de Madeleine McCann ?» J'ai une théorie à ce sujet. Les gars, j'ai effectivement une théorie. Je ne veux pas la partager tout de suite parce qu'on est seulement en janvier. Mon mari va me tuer. Il va me dire « Candice, ne nous embarque pas là-dedans. » Il ne va pas vraiment me tuer. Il ne peut pas me tuer. Je suis enceinte. Je lui dis « Sois gentil avec ta femme enceinte. Sois gentil avec ta femme enceinte. » C'est ma petite phrase à moi. Je dis, chérie, sois gentil avec ta femme enceinte. Aussi, les gars, je veux vous rappeler à propos de 7 Weeks Coffee. Vous savez que je les adore pour de nombreuses raisons, principalement parce que c'est une entreprise de café Pro-Vie qui a pour mission de financer le mouvement Pro-Vie, une tasse de café à la fois. Si vous vous demandez pourquoi il s'appelle 7 Weeks Coffee, c'est parce que à 7 semaines, un bébé a la taille d'un grain de café, ce qui veut dire que mon bébé est bien plus grand en ce moment. Et c'est aussi le moment où l'on peut clairement détecter un battement de cœur à l'échographie. Il donne 10% de chaque vente pour soutenir les centres d'aide à la grossesse à travers le pays. Ils ont récolté plus de 750 000 $ pour ces centres et ont sauvé des milliards de vies. Je peux vous parler du café. Vous savez que je suis exigeante sur ce que je consomme. Le café est sans moisissure, sans pesticides, cultivé à l'ombre, peu acide et bio. Il coche toutes les cases. Et comme le café est meilleur avec un cadeau, abonnez-vous et recevez une cuillère à café gravée offerte, plus 15% de réduction sur chaque commande.
exclusivement pour mes auditeurs. Si vous allez sur 7weekscoffee.com et utilisez le code Candice, vous pouvez bénéficier jusqu'à 25% de réduction en vous abonnant. Vous aurez 25% de réduction en vous abonnant. N'oubliez pas, votre commande aidera directement à soutenir un réseau de plus de 1000 organisations pro-vie à travers les États-Unis. C'est 7weekscoffee.com. Et encore une fois, vous pouvez utiliser le code Candice lors du paiement. Très bien, les amis, encore quelques commentaires ici. Skatku écrit « Qu'est-ce qui se passe avec Elon qui retweet tout et n'importe quoi ?» Et les personnes qui le retweetent aussi, ça me met juste mal à l'aise. Ils retweetent constamment Ian Miles Chong. Si vous voulez vraiment voir quelqu'un que les gens considèrent comme un agent sous chantage, c'est Ian Miles Chong. Il a dû fuir son pays d'origine, la Malaisie. Il s'intéresse de façon étrange à la politique américaine. Il n'est pas américain. Je ne pense même pas qu'il soit déjà venu ici. Je ne sais pas. Il n'est jamais venu en Amérique et il est constamment mis en avant. Par tant de néoconservateurs et par Elon Musk, ça n'a absolument aucun sens. Alaska Dog Lady écrit « Ouh, Candace, j'ai eu ce genre de personne dans ma vie. Avec le recul, j'ai compris qu'à chaque fois que le téléphone sonnait, ce n'était pas pour prendre de mes nouvelles ou savoir comment j'allais. C'était parce qu'elle avait besoin de quelque chose de moi, pas une véritable amie. Oui. Et donc, c'est vraiment l'histoire de Seth Dillon du Babylon Bee, pas un véritable ami. Je lui ai dit « Maintenant, nous sommes ennemis. Nous ne sommes pas amis. Je n'ai pas dit que nous étions ennemis. Nous ne sommes pas amis. Arrêtons de faire semblant. Je déteste le gaslighting, me rend fou. Oh, je ne suis qu'un petit chiot. C'est comme cette scène du Seigneur des Anneaux. C'est ainsi que je décris Sabdil. Il est ma bague. Et il dit « Oh, je ne suis qu'un petit chiot. » Je n'ai rien fait. Vous savez tous de quoi je parle. Comment s'appelle ce type? Je sais que l'un d'entre vous là, Bilbon Saké, quand il dit « Ah », et puis il dit « Oh, je ne sais pas ce que je fais. » J'en ai tellement marre de ça. J'en ai vraiment marre du gaslighting freudien, les gars. Quoi qu'il en soit, au fait, mes producteurs étaient une note. C'est la famille Sofer, président et directeur général de Fought in Blue, qui poursuit Shmuley. Jeffrey Sofer, vous êtes un héros américain. Je vais réserver à l'hôtel Fought in Blue. Défends-toi. C'est absurde de qualifier une famille juive forte et très impliquée d'antisémite et de collaboratrice nazie. Donc tu gagnes le titre de héros du jour. Très bien, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir cette émission car nous sommes toujours démonétisés sur YouTube en allant sur candace.locals.com. Et beaucoup d'entre vous se sont inscrits, c'est pourquoi nous n'avons pas à nous inquiéter autant de toutes ces attaques lorsqu'elles surviennent. C'est une nouvelle année et nous allons faire de grandes annonces. Cette année, l'émission va être vraiment énorme. Je serai attaquée sans arrêt, mais je vous promets que je n'ai aucune intention de retenir mes paroles. Ça ne fera que devenir plus agressif, parce que c'est ce que font les petits garçons quand ils sont dans le ventre de leur mère. Ils inventent simplement. Soyez agressifs. Très bien, les amis, on se retrouve demain.